Mesdames et messieurs, la manière dont les gens vous traitent reflète exactement ce que vous leur apprenez à faire. C'est une vérité brute, une réalité crue que beaucoup refusent d'accepter, car elle place la responsabilité directement sur vos épaules. Mais si vous êtes sérieux dans votre volonté de mettre fin au manque de respect, c'est par là qu'il faut commencer. Pas avec eux, pas avec ce qu'ils ont dit ou omis de dire, pas avec la manière dont votre patron s'adresse à vous ou dont votre partenaire lève les yeux au ciel quand vous parlez. Tout commence avec vous. Chaque fois que vous restez silencieux face à quelqu'un qui franchit une limite, vous lui enseignez que cette limite n'a pas d'importance. Chaque fois que vous riez d'un commentaire malveillant ou que vous laissez un ami toxique déverser sa négativité sur vous sans réagir, vous envoyez un message clair. C'est acceptable pour moi. La vérité, c'est que les gens ne lisent pas dans vos pensées. Ils observent. Ils remarquent ce que vous tolérez. Ils détectent quand vous ne vous défendez pas. Et, petit à petit, sans même le vouloir, ils commencent à croire que vous êtes peut-être d'accord avec ce traitement. Mais vous ne l'êtes pas. Voici le nœud du problème. Vos actions parlent bien plus fort que vos paroles. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous n'aimez pas sa manière de vous parler, mais si vous continuez à revenir vers lui, à entretenir la conversation, à jouer le jeu, vous lui montrez que vos limites ne sont que des suggestions, pas des règles. Pensez à une relation où le manque de respect est devenu une habitude. Cela n'a pas commencé ainsi. Le manque de respect arrive rarement dès le premier jour. Il s'insinue progressivement, comme une ombre qui s'étend. Imaginez une situation banale. Quelqu'un fait une blague à vos dépens lors d'une réunion entre amis ou au travail. Vous laissez passer, peut-être parce que vous ne voulez pas créer de malaise ou parce que vous pensez que ce n'est pas si grave. Mais ce petit moment, ce choix de ne pas réagir, ouvre une porte. La prochaine fois, cette personne interrompt votre parole, peut-être sans même s'en rendre compte. Vous restez silencieux, encore une fois, pour éviter le conflit. Puis, elle commence à arriver en retard à vos rendez-vous, à ignorer vos sentiments, à minimiser vos préoccupations. Et vous, dans un effort pour maintenir la paix, vous trouvez des excuses pour elle. Vous vous dites, elle a une mauvaise journée, ou il ne pensait pas à mal. Mais en réalité, vous lui apprenez que vous êtes prêt à accepter ce comportement. Prenons une analogie. Imaginez que votre vie est une maison. Chaque interaction avec une autre personne est comme une visite. Si vous laissez les gens entrer sans vérifier qui ils sont ou comment ils se comportent, ils risquent de marcher sur vos tapis avec des chaussures boueuses, de renverser des objets précieux ou de laisser du désordre derrière eux. Vous ne leur avez pas dit que votre maison a des règles, pas de chaussures à l'intérieur, pas de cris, pas de destruction. Alors, pourquoi seraient-ils prudents ? Vous ne leur avez pas montré que ces règles existent. De la même manière, dans votre vie, chaque fois que vous tolérez un comportement irrespectueux, vous envoyez un message implicite. Ma maison n'a pas de règles. Ce qui est fascinant, c'est que ce processus est souvent inconscient, tant pour vous que pour les autres. Les gens ne se réveillent pas en se disant « Aujourd'hui, je vais manquer de respect à cette personne ». Non, ils testent les limites, parfois sans même le savoir. Ils observent ce que vous acceptez, et si vous ne mettez pas de barrière claire, ils continueront à avancer jusqu'à ce qu'ils rencontrent une résistance. C'est pourquoi il est si crucial de comprendre que le respect que vous recevez est un miroir de ce que vous projetez. Si vous agissez comme si votre temps, vos sentiments et vos idées n'avaient pas de valeur, les autres suivront cette voie. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer ce cycle. Vous pouvez commencer à rééduquer les gens sur la manière dont ils doivent vous traiter. Et cela commence par vous rééduquer vous-même. Vous devez élever vos propres attentes, non seulement envers les autres, mais surtout envers vous-même. Cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce que vous méritez vraiment. Par exemple, pensez à une situation où vous vous êtes senti diminué. Peut-être qu'un collègue a pris le crédit pour votre travail, ou qu'un ami a ignoré vos appels à l'aide. Comment avez-vous réagi ? Avez-vous minimisé l'incident, en vous disant que ce n'était pas si important ? Ou avez-vous ressenti une colère silencieuse, sans jamais l'exprimer ? Ces moments sont des opportunités pour redéfinir vos limites. Élever vos standards, c'est comme poser des fondations solides pour une nouvelle maison. Cela demande du travail, de l'intention et de la cohérence.
Vous devez décider ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Par exemple, si quelqu'un vous parle de manière condescendante, vous pouvez choisir de ne pas continuer la conversation. Pas besoin de crier ou de vous justifier. Un simple « je ne suis pas à l'aise avec ce ton » ou un retrait silencieux peut suffire. Cette action envoie un message clair. Je ne tolère pas cela. Et ce message, bien que subtil, est puissant. Il montre que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Ce processus de rééducation ne se fait pas sans effort. Les gens sont habitués à l'ancienne version de vous, celle qui tolérait peut-être plus qu'elle ne le devrait. Quand vous commencez à poser des limites, certains seront surpris. D'autres pourraient même résister, vous accuser d'être trop sensible ou de changer. Mais ce changement est nécessaire. Il est la preuve que vous grandissez, que vous prenez votre place. Et ceux qui vous respectent vraiment s'adapteront. Ils verront votre force et ajusteront leur comportement. Quant à ceux qui ne le font pas, ils s'éloigneront d'eux-mêmes, et c'est une victoire pour vous. En fin de compte, chaque choix que vous faites, rester silencieux ou parler, accepter ou refuser, rester ou partir est une leçon que vous enseignez au monde. Vous n'avez pas besoin de changer les autres pour arrêter le manque de respect. Vous devez changer la manière dont vous vous présentez. En élevant vos standards et en agissant avec cohérence, vous créez un espace où le respect devient la seule option. Et c'est là que commence votre transformation. Réfléchissez à n'importe quelle relation où le manque de respect est devenu un schéma récurrent. Cela ne commence pas ainsi. Le manque de respect fait rarement irruption dès le premier jour. Il s'infiltre doucement, insidieusement, comme une goutte d'eau qui creuse lentement une pierre. Quelqu'un fait une blague à vos dépens, et vous la laissez passer. Ils vous interrompent à plusieurs reprises, et vous restez silencieux. Ils arrivent en retard, ignorent vos sentiments, rejettent vos préoccupations, et vous trouvez des excuses pour eux. Vous le faites parce que vous essayez de maintenir la paix, parce que vous ne voulez pas faire de vagues, ou peut-être parce que vous espérez qu'ils arrêteront d'eux-mêmes. Mais ils n'arrêtent pas. Pourquoi le feraient-ils? Vous leur avez appris que vous êtes prêt à accepter ce traitement. C'est là que commence le changement. Vous devez commencer à rééduquer les gens sur la manière dont ils doivent vous traiter. Et cela commence par vous rééduquer vous-même. Vous devez élever vos standards, non seulement pour ce que vous attendez des autres, mais surtout pour ce que vous exigez de vous-même. Vous devez clarifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, voici la partie la plus difficile. Vous devez agir en conséquence à chaque fois. Pas besoin de crier, pas besoin de vous disputer, pas besoin de donner une conférence sur les limites. Il suffit simplement de cesser d'accepter les comportements qui vous manquent de respect. Quand quelqu'un vous parle de manière condescendante, mettez fin à la conversation. Quand quelqu'un tente de vous manipuler, signalez-le ou prenez vos distances. Quand quelqu'un apporte constamment du drame ou du manque de respect, cessez de lui donner votre énergie. C'est là que réside votre pouvoir, dans vos choix, dans ce que vous tolérez, dans ce que vous renforcez. Imaginons une situation concrète. Supposons que vous soyez à une réunion de famille, et un parent fait un commentaire sarcastique sur votre carrière, quelque chose comme « Oh, tu travailles toujours sur ce petit projet ». Votre premier réflexe pourrait être de sourire nerveusement, de changer de sujet, ou même de vous sentir blessé en silence. Mais chaque fois que vous laissez passer ce genre de commentaire, vous renforcez l'idée que votre travail, votre valeur, n'a pas d'importance. Au lieu de cela, imaginez une réponse différente. Vous pourriez dire calmement « En fait, je suis fier de ce que je construis, et j'aimerais que nous parlions d'autre chose. » Ce n'est pas agressif, mais c'est ferme. Vous venez de poser une limite, et cette limite envoie un message clair. Vous ne tolérez pas les remarques qui vous diminuent. Cette rééducation des autres commence par un travail intérieur. Prenez un moment pour réfléchir à vos relations. Pensez à une personne qui, inconsciemment ou non, vous manque régulièrement de respect. Peut-être un collègue qui prend constamment le crédit pour vos idées, ou un ami qui monopolise chaque conversation sans jamais vous écouter. Maintenant, posez-vous cette question. Qu'ai-je fait, ou pas fait, qui a permis à ce schéma de s'installer? Peut-être avez-vous évité de confronter cette personne parce que vous craignez sa réaction.
Peut-être avez-vous pensé que c'était plus facile de laisser couler. Mais chaque fois que vous choisissez la facilité au détriment de votre dignité, vous payez un prix. Ce prix, c'est une lente érosion de votre estime de soi. Prenons une analogie pour mieux comprendre. Imaginez que vous êtes le gardien d'un jardin. Votre jardin, c'est votre espace personnel, votre paix intérieure, votre énergie. Si vous laissez n'importe qui entrer et piétiner vos fleurs, arracher vos plantes ou laisser des déchets, votre jardin finira par se flétrir. Mais si vous commencez à poser une clôture, pas un mur infranchissable, mais une barrière claire, et que vous ne laissez entrer que ceux qui respectent cet espace, votre jardin prospérera. Les limites sont cette clôture. Elles ne servent pas à exclure les gens, mais à protéger ce qui est précieux. Et votre valeur, votre temps, votre énergie, sont précieux. La première fois que vous posez une limite, cela peut surprendre. Les gens ne sont pas habitués à ce que vous vous affirmiez. Ils pourraient réagir avec surprise, voire avec défiance. Certains pourraient même vous accuser d'être trop sensible ou de changer. C'est normal. C'est le signe que vous bouleversez un équilibre qui ne vous servait pas. Pensez à une vieille maison que vous décidez de rénover. Lorsque vous commencez à déplacer les meubles, à casser les murs usés, à réparer les fuites, cela crée du désordre temporaire. Les gens qui étaient habitués à l'ancienne maison pourraient se plaindre. Pourquoi tout ce changement? Mais ce désordre est nécessaire pour créer quelque chose de mieux, de plus solide, de plus aligné avec qui vous êtes aujourd'hui. Ce processus de rééducation demande de la cohérence. Vous ne pouvez pas poser une limite une fois et vous attendre à ce que tout change instantanément. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous devez pratiquer tous les jours, même quand c'est inconfortable, même quand vous faites des erreurs. Si vous laissez quelqu'un franchir vos limites une fois, puis une autre, le message que vous envoyez est confus. Mais si vous êtes constant, si vous montrez à chaque fois que vous ne tolérez pas le manque de respect, les gens commencent à comprendre. Ils apprennent que vous n'êtes plus disponible pour ce genre de comportement. Un exemple concret. Imaginez un ami qui vous appelle toujours à la dernière minute pour annuler des plans, sans s'excuser ni considérer votre temps. Au début, vous laissez passer, peut-être parce que vous ne voulez pas le froisser. Mais au fil du temps, cela devient un schéma, et vous commencez à vous sentir comme une option, pas une priorité. Maintenant, imaginez que vous changez votre approche. La prochaine fois qu'il annule, vous pourriez répondre « Je comprends que tu sois occupé, mais j'ai besoin de plans fiables. La prochaine fois, préviens-moi à l'avance, s'il te plaît. » Et si cela se reproduit, vous pourriez réduire le temps que vous lui accordez. Ce n'est pas une punition, c'est une protection de votre énergie. Vous montrez que votre temps a de la valeur. Cette cohérence est essentielle, car elle construit votre crédibilité, non seulement aux yeux des autres, mais aussi à vos propres yeux. Chaque fois que vous tenez une limite, vous renforcez votre propre estime de soi. Vous vous prouvez que vous êtes digne de respect. Et ce sentiment de dignité devient une force intérieure qui change la manière dont vous vous présentez au monde. Les gens commencent à le ressentir, même sans que vous ayez à le dire. Ils ajustent leur comportement, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence le commande. En fin de compte, rééduquer les gens sur la manière de vous traiter, c'est avant tout vous rééduquer vous-même. C'est choisir de croire que vous méritez mieux, et agir en conséquence. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont vous vous montrez au monde. En posant des limites claires, en étant cohérent, et en protégeant votre énergie, vous créez un espace où le respect devient la norme, et le manque de respect n'a plus sa place. Les gens autour de vous apprendront très vite que vous n'êtes pas disponible pour le manque de respect, mais seulement si vous êtes cohérent. La première fois que vous posez une limite, les réactions peuvent être surprenantes. Certains seront déconcertés, d'autres pourraient se défendre, voire devenir hostiles. C'est normal. C'est une partie intégrante du processus. Vous changez le rôle que vous jouez dans leur vie, et ce changement dérange. Les gens s'étaient habitués à une version de vous qui tolérait peut-être plus qu'elle n'aurait dû. Maintenant, en affirmant vos limites, vous bousculez cet équilibre. Mais voici une vérité essentielle. Ce n'est pas votre rôle de gérer leur inconfort. Votre mission est de protéger votre paix intérieure, votre énergie,
Votre dignité. Vous devez être prêt à perdre ceux qui ne vous respectent pas pour faire de la place à ceux qui le feront. Et oui, cela peut faire peur. L'idée de confronter quelqu'un, de prendre vos distances, de ne pas être aimé, peut sembler écrasante. Mais posez-vous cette question. Combien de temps encore êtes-vous prêt à vous diminuer pour éviter un conflit? Combien de votre temps, de votre énergie, allez-vous continuer à offrir à ceux qui ne vous valorisent pas? Protéger votre paix, c'est un acte de courage. C'est choisir de vous placer en priorité, non pas par égoïsme, mais par respect de vous-même. Imaginez votre énergie comme une ressource précieuse, comme l'eau dans un puits. Chaque interaction avec une personne irrespectueuse puise dans ce puits. Si vous laissez trop de gens y accéder sans discernement, vous finirez par vous retrouver à sec, épuisé, vidé. Mais en posant des limites, vous devenez le gardien de ce puits. Vous décidez qui peut s'approcher et combien ils peuvent prendre. Cela ne signifie pas que vous devez devenir froid ou distant, mais que vous devez être intentionnel. Par exemple, si un collègue vous critique constamment devant les autres, au lieu de sourire et d'encaisser, vous pourriez dire calmement: « Je préférerais discuter de cela en privé, si tu as un retour à me faire. » Cette réponse n'est pas agressive, mais elle est claire. Elle montre que vous ne tolérez pas l'humiliation publique, et elle invite l'autre à ajuster son comportement. Ce processus peut être inconfortable, surtout au début. Pourquoi? Parce que vous défiez des dynamiques établies. Peut-être que dans votre passé, on vous a appris que défendre vos besoins était impoli ou que garder la paix était plus important que votre propre bien-être. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où exprimer vos sentiments était vu comme une faiblesse. Ces croyances, souvent enracinées depuis l'enfance, peuvent rendre l'établissement de limites intimidants. Mais chaque fois que vous choisissez de vous affirmer, vous reprogrammez ces vieilles croyances. Vous vous prouvez que votre voix compte, que vos besoins sont valides, que vous méritez d'être traité avec respect. Prenons une analogie. Établir des limites, c'est comme dresser un chiot. Si vous laissez un chiot mâchouiller vos chaussures sans intervenir, il apprendra que c'est acceptable. Mais si vous lui montrez fermement, avec patience, qu'il doit mâcher son jouet à la place, il finira par comprendre. Les gens fonctionnent un peu de la même manière. Ils testent, souvent inconsciemment, jusqu'où ils peuvent aller. Quand vous posez une limite et que vous la maintenez, vous leur enseignez ce qui est acceptable. Par exemple, imaginez un ami qui vous appelle toujours pour se plaindre, mais qui ne prend jamais le temps d'écouter vos propres soucis. Vous pourriez dire: « J'ai besoin que nos conversations soient plus équilibrées. Je suis là pour t'écouter, mais j'aimerais aussi partager ce qui se passe pour moi. » Si cette personne continue d'ignorer votre demande, vous pourriez réduire le temps que vous passez avec elle. Ce n'est pas une punition, c'est une protection de votre énergie. Ce qui rend ce processus puissant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de changer la manière dont les autres vous traitent, mais aussi de changer la manière dont vous vous percevez. Chaque fois que vous tenez une limite, vous renforcez votre propre estime de soi. Vous vous envoyez le message que vous êtes digne de respect. Et ce sentiment de dignité commence à se refléter dans tout ce que vous faites. La manière dont vous parlez, dont vous marchez, dont vous vous présentez au monde. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils commencent à ajuster leur comportement, non parce que vous l'avez exigé avec des mots, mais parce que votre présence le commande. Mais soyons réalistes. Tout le monde ne réagira pas positivement. Certaines personnes, habituées à profiter de votre manque de limites, résisteront. Elles pourraient vous accuser d'être trop exigeant ou de changer. C'est un signe que vous êtes sur la bonne voie. Leur résistance n'est pas un reflet de votre valeur, mais de leur propre inconfort face à votre croissance. Pensez à une vieille veste que vous aimiez porter, mais qui est devenue trop petite. Vous pourriez essayer de la garder, mais elle vous serre, elle vous limite. Les relations qui ne respectent pas vos nouvelles limites sont comme cette veste. Elles ne correspondent plus à qui vous êtes en train de devenir. Et c'est correct de les laisser derrière. Un exemple concret. Imaginez un patron qui vous surcharge constamment de travail sans reconnaître vos efforts. Vous pourriez être tenté de continuer à tout accepter pour prouver votre valeur. Mais au lieu de cela, vous pourriez dire: « Je suis heureux de contribuer,
mais j'ai besoin de discuter de mes priorités pour gérer ma charge de travail efficacement. Cette simple affirmation montre que vous respectez votre temps et votre énergie. Si votre patron ignore cette limite, vous pourriez envisager de chercher un environnement où vos efforts sont valorisés. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire pour protéger votre paix. En fin de compte, poser des limites et être cohérent, c'est choisir de vivre selon vos propres termes. C'est refuser de vous sacrifier pour maintenir une harmonie artificielle. C'est comprendre que votre paix, votre énergie, votre dignité sont des ressources précieuses qui méritent d'être protégées. Et lorsque vous commencez à vivre ainsi, quelque chose de magique se produit. Vous attirez des gens qui vous respectent naturellement, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'incarnez. Les relations toxiques s'effacent, non pas à cause d'un conflit dramatique, mais parce que vous avez cessé de leur donner de l'espace dans votre vie. Votre cohérence devient votre force, et cette force redéfinit la manière dont le monde vous perçoit. Vous n'êtes pas ici pour être aimé de tout le monde. Vous êtes ici pour vous respecter si profondément que seules les personnes capables de répondre à ce niveau de respect resteront dans votre vie. Celles qui reconnaissent votre force, votre valeur, votre intégrité, et qui vous traitent en conséquence. Le respect ne se réclame pas à grands cris. Il se gagne par la manière dont vous vous présentez, dont vous parlez, dont vous vous comportez, et surtout, parce que vous acceptez. Les gens testeront toujours vos limites, c'est dans la nature humaine. Mais lorsque vous leur montrez, avec constance, que vous connaissez votre valeur et que vous ne vous contenterez pas de moins, ils cessent de tester. Ils s'alignent sur votre niveau ou ils s'éloignent. Dans les deux cas, vous gagnez. Les limites ne sont pas des murs. Elles ne servent pas à repousser tout le monde ou à couper les ponts avec tous. Elles sont là pour protéger votre énergie, votre paix, votre temps et vos valeurs. Ce sont les règles que vous établissez pour définir comment les autres peuvent vous traiter, vous parler, interagir avec vous. Et vous êtes le seul responsable de les faire respecter. Pensez à vos limites comme à une porte avec une serrure. Tout le monde n'a pas le droit d'entrer. Tout le monde n'a pas accès à votre monde intérieur, à vos pensées, à votre temps ou à vos émotions. Et tout comme une porte verrouillée, c'est vous qui décidez à qui donner la clé. Trop souvent, nous laissons cette porte grande ouverte, espérant que les gens seront respectueux, qu'ils sauront instinctivement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Personne ne connaît vos limites à moins que vous ne les définissiez clairement. Et même alors, ils les testeront, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que les êtres humains sont programmés pour explorer les frontières. Votre rôle n'est donc pas seulement de tracer la ligne, mais de la tenir fermement, à chaque fois. Imaginons une situation quotidienne. Supposons que vous ayez un collègue qui vous interrompt constamment pendant les réunions. À chaque fois que vous commencez à parler, il prend la parole, comme si vos idées n'avaient pas de poids. Votre premier instinct pourrait être de vous taire, de penser que ce n'est pas grave, ou même de vous demander si vos idées valent la peine d'être partagées. Mais en restant silencieux, vous envoyez un message, « Mes paroles ne comptent pas ». Maintenant, imaginez une autre approche. La prochaine fois qu'il vous interrompt, vous pourriez dire calmement, « Je n'ai pas fini de parler, je vais continuer ». Ce n'est pas agressif, mais c'est ferme. Vous venez de poser une limite, et cette limite montre que vous vous respectez suffisamment pour réclamer votre espace. Ce processus de tenir vos limites demande de l'intention. C'est un choix conscient de dire « Je mérite d'être entendu, d'être respecté, d'être traité avec dignité ». Et ce choix, bien qu'il puisse sembler intimidant, est incroyablement libérateur. Prenons une analogie. Vos limites sont comme les fondations d'une maison. Si les fondations sont faibles, la maison s'effondre sous la moindre tempête. Mais si elles sont solides, la maison résiste, peu importe ce qui vient. Vos limites sont ces fondations. Chaque fois que vous les renforcez, vous construisez une version de vous-même qui est inébranlable, qui ne se plie pas sous la pression des attentes des autres. Mais soyons honnêtes, tenir une limite peut susciter des réactions. Certaines personnes pourraient vous trouver difficile, trop exigeant, ou même prétendre que vous exagérez. Cela arrive souvent avec ceux qui bénéficiaient de votre manque de limites. Ils pourraient dire « Tu as changé » ou « Tu es trop sensible ». Et vous savez quoi?
Ils ont raison sur un point. Vous avez changé. Vous avez décidé de ne plus être disponible pour le manque de respect, la manipulation ou les relations à sens unique. Ce changement est une preuve de croissance. Et la croissance, par définition, dérange. Elle secoue les dynamiques établies. Elle remet en question les vieilles habitudes. Mais ce n'est pas à vous de rendre les autres à l'aise avec votre évolution. Votre travail est de rester fidèle à vous-même. Prenons un exemple concret. Imaginons une amie qui vous envoie des messages pleins de négativité, jour après jour, sans jamais demander comment vous allez. Vous pourriez être tenté de continuer à répondre, par habitude ou par peur de la froisser. Mais à chaque message que vous acceptez sans réagir, vous lui apprenez que votre temps est à sa disposition, que vos émotions ne comptent pas. Maintenant, imaginez que vous posez une limite. Vous pourriez dire, « Je vois que tu traverses une période difficile, mais j'ai besoin que nos échanges soient plus équilibrés. Je ne peux pas toujours absorber ce genre de négativité. » Si elle respecte votre demande, la relation peut évoluer. Sinon, vous pourriez réduire la fréquence de vos interactions. Ce n'est pas cruel, c'est une protection de votre espace émotionnel. Ce qui rend ce processus si puissant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de changer la manière dont les autres vous traitent, mais de transformer la manière dont vous vous percevez. Chaque fois que vous tenez une limite, vous vous rappelez que vous êtes digne de respect. Vous commencez à marcher avec une assurance silencieuse, une confiance qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie. Les gens le remarquent, même s'ils ne le disent pas. Ils ajustent leur comportement, non parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence impose un standard plus élevé. Et voici une vérité essentielle. Le respect que vous recevez est un reflet direct de celui que vous vous accordez. Si vous vous traitez comme si vos besoins, vos sentiments, votre temps n'avaient pas de valeur, les autres suivront cet exemple. Mais si vous vous présentez avec clarté, avec intégrité, avec une conviction profonde en votre propre valeur, le monde commence à s'aligner. Les gens qui ne peuvent pas respecter ce standard s'éloigneront naturellement. Et ceux qui restent, ceux qui s'alignent sur votre énergie, sont ceux qui méritent votre temps et votre attention. En fin de compte, établir des limites, c'est un acte d'amour-propre. C'est dire au monde, voici qui je suis, voici ce qui compte pour moi, et voici comment j'attends d'être traité. Ce n'est pas une question de contrôle, mais de clarté. C'est créer un espace où le respect n'est pas négociable, non pas parce que vous l'avez crié sur les toits, mais parce que vous l'incarnez à chaque pas. Et lorsque vous vivez ainsi, quelque chose de remarquable se produit. Le manque de respect n'a plus de place dans votre vie, non pas parce qu'il a disparu du monde, mais parce qu'il ne trouve plus d'écho en vous. Votre rôle n'est pas seulement de tracer une ligne, mais de la maintenir fermement, à chaque fois. Le problème, c'est que beaucoup confondent les limites avec le rejet. Ils pensent que dire non est impoli, que prendre ses distances avec des influences négatives est égoïste, que défendre ses besoins rend difficile. Mais établir une limite n'a rien à voir avec tout cela. C'est un acte de respect de soi. C'est affirmer, voici qui je suis, voici ce qui compte pour moi, et voici comment j'attends d'être traité. Ce n'est pas une question de contrôler les autres, mais de contrôler votre propre espace. Et voici une vérité que l'on ne vous dit pas assez. Ceux qui profitent de votre absence de limite sont souvent ceux qui résisteront le plus lorsque vous commencez à en poser. Ils vous accuseront d'être trop sensible, diront que vous avez changé. Et c'est vrai, vous avez changé. Vous avez décidé de ne plus être disponible pour le manque de respect, la manipulation ou les relations à sens unique. C'est cela, la croissance. Et la croissance, pour vous comme pour ceux qui vous entourent, peut être inconfortable. Laissez-les ressentir cet inconfort. Ce n'est pas à vous de le gérer. Votre responsabilité est de protéger votre espace, votre énergie, votre paix. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous ayez un membre de votre famille qui fait constamment des remarques passives-agressives sur vos choix de vie, peut-être sur votre carrière, votre apparence, ou même vos ambitions. À chaque réunion de famille, il glisse un commentaire qui vous fait sentir petit, comme « Oh, tu es toujours sur ce rêve de devenir écrivain ». Votre instinct pourrait être de rire nerveusement ou de changer de sujet pour éviter la tension. Mais chaque fois que vous laissez passer ce genre de remarques,
vous donnez tacitement la permission à cette personne de continuer. Vous lui apprenez que votre valeur peut être remise en question sans conséquence. Maintenant, imaginez une approche différente. La prochaine fois que ce commentaire arrive, vous pourriez répondre calmement. J'apprécie ton intérêt, mais je suis passionné par ce que je fais, et j'aimerais que nous respections nos choix mutuels. Cette réponse n'est pas agressive, mais elle est claire. Elle établit une limite tout en restant respectueuse. Et si cette personne persiste, vous pourriez choisir de limiter le temps que vous passez avec elle. Ce n'est pas une question de couper les ponts de manière dramatique, mais de protéger votre espace émotionnel. Vous envoyez un message. Je ne suis pas disponible pour ce type de comportement. Cette idée de limite comme un acte de respect de soi peut sembler nouvelle, surtout si vous avez passé des années à prioriser les besoins des autres au détriment des vôtres. Peut-être avez-vous grandi dans un environnement où dire non était vu comme un manque de politesse, où vous avez appris à avaler vos sentiments pour maintenir l'harmonie. Ces schémas, souvent ancrés depuis l'enfance, peuvent rendre l'établissement de limites intimidant. Mais chaque fois que vous posez une limite, vous défiez ces vieilles croyances. Vous vous rappelez que vos besoins sont valides, que votre voix mérite d'être entendue, que vous n'êtes pas ici pour vous sacrifier au profit du confort des autres. Prenons une analogie pour clarifier cela. Imaginez que votre vie est une pièce de théâtre, et que vous êtes à la fois l'acteur principal et le metteur en scène. Pendant longtemps, vous avez peut-être laissé d'autres personnes écrire le scénario, décider de vos lignes, ou même prendre la parole à votre place. Mais poser des limites, c'est reprendre le contrôle de la mise en scène. C'est dire, voici l'histoire que je veux raconter, voici les rôles que je veux que les autres jouent dans ma vie. Ce n'est pas égoïste, c'est essentiel. Sans limite, votre pièce devient chaotique, pleine de personnages qui parlent hors de propos, qui ignorent vos répliques ou qui volent la vedette. Mais avec des limites claires, vous créez une histoire où chaque personnage respecte votre rôle central. Ce qui rend les limites si puissantes, c'est qu'elles ne nécessitent pas de grands gestes dramatiques. Vous n'avez pas besoin de crier ou de confronter quelqu'un avec colère. Parfois, une limite est aussi simple que de dire « Je ne suis pas à l'aise avec cette conversation, changeons de sujet ». Ou encore, de choisir de ne pas répondre à un message toxique. Ces petits actes de respect de soi s'accumulent, et ils envoient un message clair, vous vous valorisez. Et lorsque vous vous valorisez, les autres commencent à le faire aussi. Pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre comportement établit un standard. Mais soyons réalistes, poser des limites peut provoquer des réactions. Certains pourraient vous reprocher d'être trop exigeant ou essayer de vous faire culpabiliser. Par exemple, imaginez un ami qui s'attend à ce que vous soyez toujours disponible pour écouter ses problèmes, mais qui ne vous rend jamais l'appareil. Si vous dites « J'ai besoin que nos conversations soient plus équilibrées », il pourrait répondre « Tu es égoïste, je traverse une période difficile ». Cette culpabilité est une tactique, consciente ou non, pour vous ramener à l'ancienne dynamique. Mais vous n'êtes pas responsable de leurs sentiments. Votre responsabilité est de protéger votre énergie, de vous assurer que vos relations sont fondées sur le respect mutuel, et non sur l'obligation ou la peur. Ce processus de poser des limites, c'est aussi un acte de confiance en soi. Chaque fois que vous choisissez de dire non à un comportement qui ne vous sert pas, vous renforcez votre propre estime de vous. Vous vous prouvez que vous êtes capable de défendre ce qui compte pour vous. Et cette confiance commence à se refléter dans d'autres aspects de votre vie. Vous commencez à parler avec plus d'assurance, à marcher avec plus de conviction, à prendre des décisions qui reflètent vos valeurs plutôt que les attentes des autres. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils commencent à ajuster leur comportement, non parce que vous l'avez crié sur les toits, mais parce que votre présence impose un standard plus élevé. En fin de compte, poser des limites, c'est redéfinir la manière dont vous vous engagez avec le monde. C'est refuser de laisser les autres écrire votre histoire à votre place. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous commencez à vivre avec des limites claires, vous créez un espace où le respect devient la norme. Les relations toxiques s'effacent, non pas à cause d'un conflit dramatique, mais parce que vous avez cessé de leur donner de l'espace.
Et ceux qui restent dans votre vie sont ceux qui honorent votre valeur, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'incarnez à chaque instant. Cette croissance, ce n'est pas votre rôle de la rendre confortable pour les autres. Parlons maintenant de à quoi ressemblent des limites saines dans la pratique. Une limite peut être aussi simple que de décider de ne pas répondre aux emails professionnels après 19 heures. Cela peut être choisir de ne pas participer à des conversations qui vous épuisent ou qui vous font sentir diminué. Cela peut être dire non à des événements auxquels vous n'avez pas envie d'assister, ou couper le contact avec des personnes qui sont émotionnellement toxiques. Ces choix ne sont pas des gestes dramatiques. Ce sont des actes nécessaires, car chaque fois que vous renforcez une limite, vous affirmez au monde « je me valorise ». Et écoutez bien, cela ne signifie pas que vous devez être froid, distant ou agressif. En réalité, les limites les plus efficaces sont claires et bienveillantes. Vous pouvez dire « je ne suis pas à l'aise avec cela » ou « je n'ai pas la capacité pour cette conversation en ce moment ». Vous n'avez pas besoin de donner une longue explication. Vous ne devez aucune justification à qui que ce soit. Une limite est une phrase complète. Pas besoin de discuter, pas besoin de convaincre, juste besoin d'être ferme. Ce qui rend les limites difficiles, ce n'est pas de les poser, mais de gérer les réactions qu'elles provoquent. Les gens pourraient essayer de vous culpabiliser. Ils pourraient dire que vous exagérez, que vous êtes trop sensible. Mais voici la vérité. Leur réaction n'est pas de votre responsabilité. Votre responsabilité est de prendre soin de vous, de protéger votre paix, et de vous assurer que les relations dans votre vie sont basées sur le respect mutuel, et non sur l'obligation, la culpabilité ou la peur. Les personnes qui vous respectent vraiment honoreront vos limites. Elles ne le feront peut-être pas parfaitement tout de suite, mais elles écouteront. Elles s'ajusteront. Elles se soucieront assez pour vous rencontrer là où vous êtes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous travaillez dans un environnement où votre patron vous envoie constamment des messages tard le soir, s'attendant à ce que vous répondiez immédiatement. Pendant longtemps, vous avez peut-être répondu, pensant que c'était une preuve de votre dévouement. Mais au fil du temps, cela vous épuise, vous prive de votre temps personnel, et vous commencez à ressentir du ressentiment. Poser une limite dans ce cas pourrait être aussi simple que de dire « Je suis disponible pour répondre aux messages pendant les heures de travail, mais après 19 heures, je me concentre sur ma vie personnelle. » Cette déclaration est claire, professionnelle, et elle protège votre temps. Si votre patron réagit mal, peut-être en disant que vous n'êtes pas assez impliqué, cela révèle plus sur ses attentes que sur votre valeur. Vous n'êtes pas là pour répondre à des demandes déraisonnables, mais pour faire votre travail tout en préservant votre équilibre. Une autre situation courante pourrait être dans une amitié. Disons que vous avez un ami qui vous invite régulièrement à des événements, mais chaque fois, il finit par vous ignorer ou par passer tout son temps à parler de lui-même. Vous pourriez être tenté de continuer à accepter ces invitations, espérant que les choses changeront. Mais chaque fois que vous le faites, vous tolérez un comportement qui vous fait sentir invisible. Une limite saine pourrait être de dire « J'aime passer du temps avec toi, mais j'ai besoin que nos moments ensemble soient plus équilibrés. » Ou, si cela ne change rien, vous pourriez choisir de décliner certaines invitations. Ce n'est pas une question de couper les ponts de manière dramatique, mais de faire des choix qui respectent votre propre valeur. Pensons à une analogie pour mieux comprendre. Vos limites sont comme les règles d'un jeu. Si vous jouez à un jeu sans règles claires, tout le monde fait ce qu'il veut, et cela devient chaotique. Mais si vous établissez des règles par exemple, chacun à son tour pour parler, ou chacun respecte le temps des autres, le jeu devient juste et agréable. Vos limites sont ces règles. Elles créent un cadre où les interactions sont respectueuses et équilibrées. Et tout comme dans un jeu, tout le monde n'aimera pas les règles au début. Certains pourraient se plaindre, essayer de les contourner. Mais si vous restez ferme, ils apprendront à jouer selon vos règles, ou ils quitteront la partie. Et dans les deux cas, vous gagnez, car vous jouez dans un espace qui reflète vos valeurs. Ce qui est puissant avec les limites saines, c'est qu'elles ne nécessitent pas d'être agressifs ou confrontationnelles. En fait, les limites les plus fortes sont souvent les plus calmes. Une limite n'a pas besoin d'être un cri pour être entendue.
Elle peut être un murmure ferme, une action cohérente, un choix silencieux de ne pas donner votre énergie à ce qui ne vous sert pas. Par exemple, si quelqu'un fait un commentaire qui vous blesse, vous n'avez pas besoin de lancer une dispute. Vous pouvez simplement dire « Ce commentaire ne me convient pas, parlons d'autre chose ». Ou même choisir de vous éloigner de la conversation. Ce genre de réponse montre que vous vous respectez sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Mais soyons réalistes. Poser des limites demande du courage, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Vous pourriez craindre que les gens vous rejettent, qu'ils vous trouvent difficile, ou qu'ils cessent de vous aimer. Ces peurs sont normales, mais elles sont aussi le signe que vous êtes sur le point de faire quelque chose de transformateur. Chaque fois que vous posez une limite, vous vous rappelez que votre paix est plus importante que l'approbation des autres. Vous commencez à voir que ceux qui vous respectent vraiment, ceux qui méritent une place dans votre vie, s'adapteront. Ils pourraient faire des erreurs au début, mais ils écouteront. Ils montreront qu'ils se soucient de vous en respectant vos besoins. Et voici une vérité profonde. Poser des limites saines ne change pas seulement la manière dont les autres vous traitent, mais aussi la manière dont vous vous percevez. Chaque fois que vous dites non à un comportement toxique, chaque fois que vous refusez de tolérer ce qui vous diminue, vous construisez une version de vous-même plus forte, plus confiante, plus alignée avec vos valeurs. Vous commencez à marcher avec une assurance qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie. Les gens le remarquent, et ils ajustent leur comportement, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence impose un standard plus élevé. En fin de compte, les limites saines sont un acte d'amour envers vous-même, une déclaration que votre temps, votre énergie et votre dignité sont précieux. Et lorsque vous vivez avec cet amour-propre, le monde commence à vous refléter ce respect, non pas parce que vous l'avez réclamé, mais parce que vous l'incarnez. Ceux qui vous respectent vraiment honoreront vos limites. Ils ne le feront peut-être pas parfaitement au début, mais ils écouteront, ils s'adapteront, ils se soucieront assez pour vous rencontrer là où vous êtes. Et ceux qui ne le font pas, laissez-les partir. Vous n'êtes pas ici pour rendre tout le monde à l'aise. Vous êtes ici pour vivre une vie alignée avec votre vérité. Lorsque vous commencez à poser des limites, quelque chose de puissant se produit. Vous cessez de courir après la validation des autres. Vous arrêtez d'attendre qu'on vous traite correctement. Vous cessez de vous expliquer sans cesse. Au lieu de cela, vous entrez dans chaque pièce avec clarté, avec respect de vous-même, avec une confiance silencieuse. Vous savez ce que vous représentez. Et cela change tout. Car lorsque les gens réalisent que vous ne tolérez pas le manque de respect, ils s'alignent sur votre niveau ou ils s'éloignent. Dans les deux cas, vous ne perdez plus le sommeil à cause de choses hors de votre contrôle. Vous n'êtes plus épuisé à gérer les émotions des autres. Vous ne vous diminuez plus pour vous adapter au confort de quelqu'un d'autre. Vous vous tenez droit, vous vous guidez vous-même, et surtout, vous vous donnez enfin le respect que vous méritez. Ce moment où vous commencez à établir des limites est transformateur, car il redéfinit non seulement vos relations, mais aussi votre rapport à vous-même. Imaginez une situation où vous avez toujours essayé de plaire à tout le monde, peut-être dans votre cercle d'amis. Vous acceptez chaque invitation, vous écoutez chaque plainte, vous mettez vos propres besoins de côté pour éviter de décevoir quelqu'un. Mais au fil du temps, vous vous sentez vidé, comme si votre énergie était aspirée sans jamais être reconstituée. Poser une limite dans ce contexte pourrait être aussi simple que de dire « Je ne pourrai pas venir à cet événement, j'ai besoin de temps pour moi ». Cette phrase, bien que courte, est un acte de courage. Elle affirme que votre temps, votre énergie, votre bien-être sont des priorités. Et lorsque vous commencez à faire ce genre de choix, vous remarquez un changement. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus centré, plus en contrôle de votre vie. Prenons une analogie pour mieux comprendre. Votre vie est comme une rivière. Pendant longtemps, vous avez peut-être laissé cette rivière couler sans direction, emportant tout ce qui s'y jetait, les attentes des autres, leurs critiques, leurs drames. Mais poser des limites, c'est construire des rives solides pour cette rivière. Ces rives ne bloquent pas l'eau, elles la guident, elles lui donnent une direction claire. Elles permettent à votre énergie de couler vers ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de se disperser dans toutes les directions. Et lorsque votre rivière a des rives solides, elle devient plus puissante, plus belle, plus intentionnelle.
Les gens qui veulent naviguer sur cette rivière devront respecter ses limites, ou ils seront emportés ailleurs. Et c'est une bonne chose, car cela fait de la place pour ceux qui savent apprécier la beauté de votre courant. Laissez-moi vous raconter une histoire concrète. Imaginez une jeune femme, appelons-la Claire, qui a une amie de longue date, Sophie. Sophie a l'habitude de critiquer les choix de Claire, sa carrière, ses hobbies, même ses relations. Pendant des années, Claire a toléré ses remarques, pensant que c'était juste la manière dont Sophie exprimait son affection. Mais un jour, Claire décide que cela suffit. Lors d'une conversation où Sophie fait un commentaire désobligeant sur son nouveau projet professionnel, Claire répond calmement. « Sophie, je suis enthousiaste à propos de ce projet, et j'aimerais que tu respectes cela. Si tu ne peux pas, je préférerais ne pas en discuter. » Sophie est surprise, peut-être même un peu vexée, mais Claire tient bon. Elle ne s'explique pas davantage, elle ne s'excuse pas. Au fil du temps, Sophie commence à ajuster son comportement, ou peut-être qu'elle s'éloigne. Dans les deux cas, Claire gagne, elle protège son énergie et renforce son estime de soi. Ce processus de laisser partir ceux qui ne respectent pas vos limites peut être intimidant. Vous pourriez craindre de perdre des relations importantes, surtout celles qui existent depuis longtemps. Mais voici une vérité essentielle. Une relation basée sur le manque de respect n'est pas une relation, c'est une obligation. Et vous méritez mieux que des obligations. Vous méritez des connexions qui vous élèvent, qui célèbrent votre croissance, qui honorent votre valeur. Poser des limites, c'est faire de la place pour ces connexions. C'est dire au monde, je ne suis plus disponible pour ce qui me diminue. Et ce choix, bien qu'il puisse sembler effrayant, est incroyablement libérateur. Pensons à une autre situation. Imaginons que vous travaillez dans une équipe où un collègue prend constamment le crédit pour vos idées. Pendant longtemps, vous avez peut-être laissé passer, pensant que ce n'était pas si grave ou que vous ne vouliez pas créer de conflit. Mais chaque fois que vous le faites, vous vous sentez un peu plus invisible. Poser une limite dans ce cas pourrait être de dire, lors d'une réunion, « Je suis content que cette idée ait été bien reçue, et je tiens à préciser que c'est moi qui l'ai proposée initialement. » Cette déclaration n'est pas accusatrice, mais elle est claire. Elle revendique votre espace, votre contribution, votre valeur. Et si ce collègue continue, vous pourriez envisager de discuter avec votre supérieur ou de chercher un environnement où vos efforts sont reconnus. Ce qui est puissant dans ce processus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de changer la manière dont les autres vous traitent, mais de transformer votre propre perception de vous-même. Chaque fois que vous posez une limite, vous vous rappelez que vous êtes digne de respect. Vous commencez à marcher avec une assurance qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie. Les gens le remarquent, et ils ajustent leur comportement, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence impose un standard plus élevé. Et ceux qui ne peuvent pas s'aligner sur ce standard s'éloigneront naturellement, faisant place à ceux qui le peuvent. En fin de compte, poser des limites et laisser partir ceux qui ne les respectent pas, c'est choisir de vivre selon vos propres termes. C'est refuser de sacrifier votre paix pour maintenir des relations qui ne vous servent pas. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la manière dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous vivez avec des limites claires, vous créez un espace où le respect devient la norme, et le manque de respect n'a plus de place. Vous attirez des gens qui vous honorent, non pas parce que vous l'avez réclamé, mais parce que vous l'incarnez à chaque instant. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir, dans le choix de vous donner à vous-même le respect que vous méritez. Lorsque vous vivez avec des limites claires, vous attirez des gens qui vous honorent, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'incarnez à chaque instant. C'est là que réside votre véritable pouvoir, dans le choix de vous donner à vous-même le respect que vous méritez. Et ce respect de soi, c'est la fondation sur laquelle se construit la confiance. La confiance n'est pas quelque chose avec lequel on est. C'est quelque chose que l'on bâtit, pas à pas, décision par décision. La vérité, c'est que la plupart des gens attendent que la confiance arrive avant d'agir. Ils se disent, quand je me sentirai prêt, je parlerai, je poserai mes limites, je défendrai mes idées. Mais ça ne fonctionne pas ainsi. La confiance n'est pas la cause de l'action, elle en est le résultat.
Vous ne vous sentez pas confiant avant de parler en réunion. Vous parlez en réunion, votre voix tremble peut-être un peu, et après, vous réalisez, j'ai survécu à ça. C'est ainsi que la confiance grandit. Trop souvent, nous confondons la confiance avec le fait d'être bruyant, extraverti, ou d'avoir toutes les réponses. Ce n'est pas cela, la confiance. C'est une performance. La véritable confiance est plus silencieuse. C'est une certitude intérieure. C'est se présenter même quand vous avez peur, même quand vous doutez de vous, même quand vos mains tremblent et que votre cœur bat la chamade, parce que vous avez décidé que votre voix compte, que vos besoins comptent, que vous comptez. La confiance commence par le respect de soi. Et ce respect se construit à travers les décisions que vous prenez chaque jour, surtout celles que personne ne voit. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous avez toujours évité de parler lors des réunions d'équipe, par peur de dire quelque chose de mal ou d'être jugé. Mais un jour, vous décidez de partager une idée, même si votre voix tremble. Peut-être que l'idée n'est pas parfaite, peut-être que quelqu'un la critique, mais vous l'avez fait. Vous avez pris la parole. Et après la réunion, vous ressentez un mélange d'adrénaline et de fierté. Ce moment, aussi petit soit-il, est une brique dans la fondation de votre confiance. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable. Et cette preuve s'accumule, renforçant votre croyance en votre propre valeur. Pensons à une analogie. Construire la confiance, c'est comme faire pousser une plante. Vous ne plantez pas une graine et attendez qu'elle devienne un arbre du jour au lendemain. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière, vous prenez soin du sol, jour après jour. Parfois, vous ne voyez pas de progrès immédiat, mais chaque goutte d'eau, chaque rayon de soleil compte. De la même manière, chaque action que vous prenez pour vous respecter, dire non à une demande déraisonnable, défendre vos idées, tenir une promesse envers vous-même est une goutte d'eau pour votre confiance. Ces petits actes s'accumulent, et un jour, vous réalisez que vous vous tenez plus droit, que vous parlez avec plus d'assurance, que vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir bien. Ce qui rend la confiance si puissante, c'est qu'elle ne dépend pas des autres. Elle dépend de vous. Prenons une autre situation. Disons que vous avez promis de commencer une nouvelle habitude, comme faire de l'exercice 3 fois par semaine. Les premiers jours, c'est difficile. Vous êtes fatigué, vous doutez de pouvoir tenir. Mais chaque fois que vous enfilez vos chaussures et que vous allez courir, même pour 10 minutes, vous tenez une promesse envers vous-même. Cette cohérence construit une confiance intérieure, une croyance que vous pouvez compter sur vous-même. Et cette confiance se répand dans d'autres domaines de votre vie. Vous commencez à dire non aux relations qui vous épuisent. Vous commencez à défendre vos idées au travail. Vous commencez à vous traiter avec le même respect que vous attendez des autres. Mais soyons réalistes. Construire la confiance peut être inconfortable. Cela vous oblige à affronter vos peurs, à risquer le jugement, à sortir de votre zone de confort. Par exemple, imaginez que vous devez avoir une conversation difficile avec un ami qui vous a blessé. Votre instinct pourrait être d'éviter la confrontation, de garder le silence pour préserver la paix. Mais choisir de parler, même si c'est effrayant, est un acte de courage. Vous pourriez dire « J'ai besoin de te parler de quelque chose qui m'a blessé ». Cette conversation pourrait être maladroite, mais le simple fait de l'avoir vous montre que vous êtes capable de défendre vos sentiments. Et ce sentiment, cette preuve que vous pouvez agir malgré la peur est le carburant de la confiance. Ce processus demande de la patience. La confiance ne se construit pas en un seul grand moment, mais à travers des milliers de petits choix. Chaque fois que vous tenez une promesse à vous-même, chaque fois que vous refusez de tolérer un comportement qui vous diminue, chaque fois que vous choisissez l'action plutôt que la peur, vous ajoutez une couche à votre confiance. Et cette confiance devient une force intérieure qui change la manière dont vous vous présentez au monde. Les gens le ressentent. Ils remarquent que vous ne cherchez plus leur approbation, que vous ne vous diminuez plus pour leur plaire. Ils commencent à vous traiter différemment, non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que votre présence impose un standard plus élevé. Prenons une autre analogie. La confiance, c'est comme une maison que vous construisez brique par brique. Chaque décision que vous prenez, parler, poser une limite,
Tenir une promesse est une brique. Au début, la maison peut sembler fragile, mais plus vous ajoutez de briques, plus elle devient solide. Et un jour, vous réalisez que vous vivez dans une maison qui peut résister aux tempêtes, une maison qui reflète votre valeur. Cette maison, c'est votre confiance. Et elle ne s'effondre pas lorsque quelqu'un vous critique ou vous rejette, car elle est bâtie sur des fondations solides, votre respect de vous-même. En fin de compte, construire la confiance, c'est choisir de vous montrer, même quand c'est effrayant. C'est décider que votre voix, vos besoins, votre valeur comptent, même si vous ne vous sentez pas encore prêt. C'est comprendre que la confiance ne vient pas avant l'action, mais à travers elle. Chaque pas que vous faites, chaque limite que vous posez, chaque promesse que vous tenez envers vous-même renforce cette confiance. Et lorsque vous vivez avec cette confiance, vous commencez à attirer des relations et des opportunités qui reflètent votre valeur. Le monde commence à vous traiter avec le respect que vous vous donnez, non pas parce que vous l'avez réclamé, mais parce que vous l'incarnez à chaque instant.